Au cœur vibrant de Londres, au début du XXe siècle, une enfance en apparence ordinaire prit une tournure des plus extraordinaires. Imaginez une petite fille de 3 ans, Dorothy Eady, pleine de cette énergie débordante propre à la jeunesse. Un jour funeste de 1907, un simple faux pas la fit dévaler une volée d'escalier. Un accident tragique, comme il peut en arriver à n'importe quel enfant. La chute fut brutale, et le médecin de famille, appelé en urgence, annonça la plus terrible des nouvelles. La petite Dorothy, déclara-t-il, n'était plus. Le choc, le chagrin, cela dut être insupportable pour ses parents. Une vie éteinte, du moins en apparence, en un clin d'œil. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres desseins, bien plus mystérieux, pour Dorothy. À peine 1 heure plus tard, alors que l'on commençait peut-être à se préparer à l'impensable, un miracle, ou quelque chose de bien plus étrange encore, se produisit. Dorothy remua. Elle s'éveilla. Pouvez-vous imaginer la scène ? Le désespoir se muant en incrédulité, puis en un soulagement immense. Mais ce n'était pas un simple retour d'entre les morts. La petite fille qui ouvrit les yeux était, d'une manière profonde, différente. C'était comme si la chute ne lui avait pas seulement ôté la vie un instant, mais y avait aussi fait entrer quelque chose de tout à fait autre. Ce fut le moment précis où son incroyable voyage, un voyage traversant les millénaires, commença véritablement. Une résurrection, oui, mais qui portait en elle les germes d'un passé ancestral. À partir de ce jour, la jeune Dorothy commença à manifester des comportements qui déconcertèrent sa famille anglaise, si conventionnelle. Elle parlait d'une terre vaste, baignée de soleil, avec des constructions colossales et un fleuve majestueux. Ce n'étaient pas les divagations d'une enfant à l'imagination débordante, il y avait une insistance singulière, une nostalgie dans sa voix. Elle rêvait avec une clarté saisissante de salles à colonnades, de sculptures complexes et d'une vie qui lui semblait plus réelle que son existence actuelle dans la banlieue de Londres. Elle développa une aversion inexplicable pour les choses typiquement anglaises et une attraction profonde, presque magnétique, pour tout ce qui rappelait l'Égypte ancienne. Ses parents, naturellement inquiets, consultèrent des médecins, mais aucune explication ne pouvait véritablement rendre compte de la profondeur de ses convictions. Ses rêves étaient persistants, emplis d'images de jardins luxuriants au bord d'un fleuve, de temples baignés d'une lumière dorée et de gens en costume d'époque. Elle pleurait souvent au réveil, submergée par un profond mal du pays pour cet autre monde, un monde auquel elle se sentait cruellement arrachée. Ce n'était pas une simple lubie passagère, cela devint le thème dominant de sa jeune vie. Elle se sentait comme une exilée, une étrangère en terre inconnue, bien qu'entourée de sa famille aimante. La terre des pyramides et des pharaons l'appelait, un chant de sirène venu d'outre les sables du temps, l'attirant vers un destin qu'elle ne pouvait encore comprendre, mais qu'elle sentait au plus profond de son âme. Les années passèrent, et l'étrange préoccupation de Dorothy pour l'Égypte ne faiblit pas. Elle ne fit que s'intensifier, telle une flamme avivée par un vent invisible. Un moment charnière de sa jeune vie survint lors d'une visite en famille au prestigieux British Museum. Imaginez cette jeune fille, à peine adolescente, pénétrant dans ces salles sacrées, emplies de reliques du monde entier. Lorsqu'elle entra dans les galeries égyptiennes, quelque chose de profond se produisit. Ce n'était pas une simple curiosité qui illumina ses yeux, mais un sentiment de reconnaissance surprenant, presque troublant. Elle se déplaçait avec une familiarité déconcertante parmi les statues de pharaons et de dieux, son regard s'attardant sur les hiéroglyphes comme si elle était sur le point de les lire. C'est près de la magnifique pierre de Rosette et des statues imposantes du temple de Karnak que Dorothy stupéfia véritablement son entourage. Elle n'admirait pas seulement ces trésors anciens, elle se connectait à eux d'une manière profondément personnelle. Elle désignait certains artefacts offrant des détails et des éclairages qui semblaient bien au-delà des connaissances d'une fille de son âge, voire de la plupart des adultes.
Elle parlait de l'odeur des temples, de la fraîcheur de la pierre, des rituels accomplis dans leurs enceintes sacrées. Ses parents et les badauds étaient interloqués. Comment pouvait-elle savoir ces choses? C'était comme si elle ne voyait pas ces objets pour la première fois, mais plutôt comme si elle retrouvait de vieux amis. En grandissant, ses souvenirs fragmentés commencèrent à s'assembler, formant un récit plus cohérent, bien qu'étonnant. Dorothy en vint à croire, avec une conviction inébranlable, qu'elle était la réincarnation d'une femme de l'Égypte ancienne. Elle s'identifia comme étant Bentreshit, ce qui signifie harpe de la joie. Ce n'était pas un nom qu'elle avait choisi. C'était un nom qui, affirmait-elle, avait émergé des profondeurs de sa conscience retrouvée. Elle racontait les détails de sa vie en tant que Bentreshit, une jeune femme d'origine modeste, devenue prêtresse dans le temple de Séti Ier à Abydos, l'un des sites antiques les plus sacrés d'Égypte. Elle parlait de ses routines quotidiennes, de ses devoirs et de la beauté sereine de son temple foyer. Son histoire devint encore plus complexe. Bentreshit, expliquait-elle, avait été une prêtresse dédiée à Isis et avait vécu sous le règne du pharaon Séti Ier durant la 19e dynastie, aux environs de 1300 avant notre ère. Elle n'était pas une simple servante du temple, elle avait apparemment fait un vœu sacré de virginité. Cependant, son récit prit une tournure dramatique. Elle affirma avoir eu une liaison secrète avec le pharaon lui-même, une transgression qui mena à la tragédie. Enceinte et craignant les conséquences de la rupture de ses vœux sacrés et le scandale que cela attirerait sur le pharaon bien-aimé, Bentreshit, selon les souvenirs de Dorothy, choisit de se donner la mort plutôt que d'affronter la disgrâce publique ou de mettre en danger Séti Ier. Ce récit dramatique de vie antérieure devint le fondement de son identité. L'attraction de l'Égypte, et plus particulièrement d'Abydos, devint une force irrésistible dans la vie de Dorothy et Adi. Après des années à étudier l'égyptologie seule, à apprendre les hiéroglyphes avec une facilité remarquable et à exercer divers métiers, elle réalisa enfin le rêve de sa vie. En 1933, à l'âge de 29 ans, elle partit pour l'Égypte. Ce n'était pas l'aventure d'une touriste. Pour Dorothy, c'était un retour aux sources. Quand elle posa pour la première fois le pied à Abydos et s'approcha du magnifique temple de Séti Ier, une structure qu'elle n'avait vue que dans ses rêves et dans les livres, elle fut submergée par l'émotion. Des témoins décrivirent sa réaction comme une émotion profonde, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle embrassait le sol. C'était, déclara-t-elle, exactement comme dans ses souvenirs. Son arrivée à Abydos ne fut pas seulement un pèlerinage personnel, elle devint rapidement précieuse pour la communauté archéologique qui y travaillait. Si certains étaient initialement sceptiques quant à ses affirmations de souvenirs de vies antérieures, sa connaissance du temple de Séti Ier était indéniablement extraordinaire. Elle semblait naviguer dans son dédale complexe, comme si elle avait parcouru ses couloirs d'innombrables fois, ce qui, selon elle, était le cas. Elle signalait des détails dans les sculptures et les inscriptions que des égyptologues chevronnés avaient manqué, expliquant leur signification avec une intimité déconcertante. Sa présence au temple ressemblait moins à celle d'une visiteuse qu'à celle d'une gardienne disparue depuis longtemps, revenant à son poste. Dorothy, qui fut bientôt connue localement sous le nom d'Om Séti, signifiant mère de Séti, après avoir eu plus tard un fils qu'elle nomma Séti, commença à assister officiellement les archéologues. Ses intuitions étaient souvent d'une précision surprenante. Elle pouvait décrire des sections du temple qui étaient, à l'époque, encore enfouies sous le sable, ou des peintures murales disparues depuis longtemps. Elle parlait de chambres cachées et de passages secrets avec une telle conviction que les excavateurs, bien que peut-être hésitants au début, se sentaient parfois obligés d'enquêter. Sa carte mémorielle unique du temple se révéla souvent plus fiable que les plans existants, guidant les chercheurs vers de nouvelles découvertes et les aidant à comprendre l'état originel du temple.
Lors d'une occasion célèbre, un archéologue éminent, Selim Hassan, décida de la mettre à l'épreuve. Il lui demanda d'identifier des peintures murales spécifiques dans l'obscurité totale du temple, en se basant uniquement sur le souvenir de leur emplacement et de leur contenu issu de sa prétendue vie antérieure. Sans hésitation, Om-Seti les identifia correctement, l'une après l'autre, décrivant leurs scènes et leurs couleurs avec des détails saisissants. De telles démonstrations, bien que n'étant pas une preuve définitive de réincarnation pour les esprits scientifiques, donnèrent certainement à réfléchir, même aux sceptiques les plus endurcis. Ces contributions étaient pratiques, tangibles, et aidèrent à reconstituer le puzzle historique de ce site sacré d'une manière que la recherche conventionnelle seule n'aurait peut-être pas atteinte aussi facilement. Au-delà de ses contributions diurnes à l'archéologie, la vie d'Om-Seti à Abydos était empreinte d'un mystère encore plus profond, surtout concernant ses nuits. Elle affirmait recevoir régulièrement des visites nocturnes de l'esprit ou cas de son ancien amant, le pharaon Séti Ier lui-même. Ce n'étaient pas des apparitions fugaces, insistait-elle, mais des rencontres prolongées durant lesquelles il conversait pendant des heures. Elle décrivait ces dialogues dans ses journaux intimes, détaillant les informations que Séti lui aurait partagées sur sa vie, son règne et les secrets du temple. Pour Om-Seti, ce n'étaient ni des rêves, ni des hallucinations, mais de véritables interactions avec une âme venue d'outre-tombe. Ces rendez-vous spectraux, tels qu'elle les décrivait, lui fournissaient un flux continu d'informations très spécifiques, souvent ésotériques, sur les croyances, les rituels de l'Égypte ancienne, et même des détails personnels sur la cour du pharaon. Elle parlait de la personnalité de Séti, de ses préoccupations en tant que souverain et de leur passé commun. Bien que beaucoup aient trouvé ces affirmations difficiles à accepter, le volume et la cohérence des informations qu'elle produisait étaient remarquables. Certains détails qu'elle racontait étaient obscurs, des choses qu'on ne trouverait pas facilement dans les textes publiés, et pourtant ils s'alignaient souvent avec des découvertes archéologiques ou des interprétations ultérieures. C'était comme si elle avait une ligne directe avec le passé lointain, un conduit vers le monde d'il y a 3000 ans. Dorothy Eddy, ou Om-Seti, vécut le reste de ses jours à Abydos, s'éteignant en 1981. Elle devint une légende de son vivant, une figure vénérée par certains comme une véritable mystique, et rejetée par d'autres comme une excentrique à l'imagination fertile. Pourtant, le mystère de sa vie demeure. Était-elle vraiment la réincarnation de Bentreshit, une prêtresse qui aima un pharaon? Communiait-elle réellement avec l'esprit de Séti Ier? Ou bien sa connaissance profonde était-elle le résultat d'une incroyable absorption subconsciente d'informations couplée à une puissante obsession de toute une vie? Le débat se poursuit et peut-être n'y aura-t-il jamais de réponse définitive universellement acceptée à ces questions. Son histoire nous incite à réfléchir sur la nature de la mémoire, de la conscience et sur la possibilité de liens qui transcendent les frontières d'une seule vie. Le voyage extraordinaire d'Om-Seti, de la banlieue londonienne au cœur sacré de l'Égypte ancienne, nous invite à regarder au-delà du strict matériel et à considérer que peut-être, oui peut-être, certains échos d'amour, certaines empreintes de l'âme peuvent défier le passage des siècles et la finalité de la mort. Sa vie demeure une énigme captivante, un témoignage de l'attrait durable de l'Égypte ancienne et des profonds mystères qui gisent encore, cachés, attendant d'être compris au sein de l'esprit humain et des sables du temps.